Donc, je m'appelle Thomas Lemaire, je suis développeur depuis 20 ans, enfin responsable projet architecte, et je fais partie du collectif IT Zones. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un collectif de professionnels de l'IT qui coopèrent pour prendre en compte les impacts environnementaux et sociaux du numérique. J'agis aussi au niveau d'associations, notamment ECO, qui prône un e-commerce alternatif et qui a sorti un livre blanc le 14 novembre dernier, et aussi j'agis au sein de l'association Green IT, qui prône un autre numérique, un numérique beaucoup plus responsable, alternatif, comme j'aime dire. Et dans ce cadre, je suis intervenu auprès des pouvoirs publics, des députés, sénateurs, etc. Ça a été un des déclencheurs pour m'intéresser un peu plus à la matérialité du numérique, notamment au moment du débat sur la 5G. Et je suis venu à me passionner pour le sujet ce sujet que sont les métaux. Alors, avant tout, je suis pas ingénieur minier, je suis pas géologue, je suis pas chercheur, hein. Je suis juste quelqu'un qui essaie de vulgariser un sujet sur lequel je suis passionné. Même si je suis en contact avec ces experts-là, je n'en suis pas du tout un. Ça n'empêche qu'à côté, j'essaie d'écrire un rapport sur la matérialité. Bon, ça fait 3 ans que je suis dessus, bon, ça prend du temps, il y a toujours rien. Faut savoir, c'est que le sujet des métaux, ça reste vaste et complexe, et d'habitude, je fais une présentation qui est plutôt de 2 heures, alors certes un peu plus interactive. Donc là, je vais essayer de faire la présentation en 1 heure, sans trop entrer dans les détails, mais il va y avoir un temps de questions, réponses, si j'arrive à répondre à la fin. Mon but, hein, ici, c'est vraiment de provoquer un esprit critique sur ce qui peut être dit au sujet des métaux, parce que malheureusement, quand on écoute des responsables, des dirigeants, des patrons d'entreprise, des écrivains, enfin, il y a un peu de tout. Il y a souvent des erreurs, des inexactitudes, voire parfois des mensonges. Donc voilà, mon but, c'est vraiment de vous donner quelques clés de lecture sur ce qui peut être dit autour de ce sujet des métaux, notamment dans la transition numérique et dans la transition énergétique. Le petit agenda rapidement, donc on va parler des métaux dans le quotidien, on va parler d'extraction minière, des problématiques d'approvisionnement, et je vais faire une ouverture parce que c'est bien beau de dire il y a des constats qui sont pas forcément reluisants. Il y a peut-être quelques réponses à apporter face à toutes ces problématiques-là. On va commencer par les métaux dans le quotidien et déjà dire ce que ce sont les métaux. Alors, François Langlais, c'est un économiste, hein, je pense que beaucoup le connaissent, qui intervient au niveau TF1, des radios, notamment RTL, et qui dit que dans les batteries, il y aurait des terres rares comme le lithium ou le cobalt. Alors, le problème, c'est un peu une inexactitude là-dessus. C'est que s'il avait relu la thèse de Mendeleïev, donc dans ses cours de collège et de lycée, il saurait que les terres rares, c'est l'avant-dernière ligne, hein, sur le tableau en bas, c'est les lanthanides avec l'yttrium et le scandium. On a aujourd'hui 85 métaux, 6 métalloïdes, et au niveau des batteries, on a bien du cobalt, ça c'est sûr, mais ce n'est pas une terre rare. Et on a des batteries, par contre, qui sont sans terre rare. Les batteries sans terre rare existent bel et bien. Euh, alors j'ai pas mis le nom là exprès parce que finalement j'entends de plus en plus ce discours-là qu'un ordinateur c'est pas grave, on n'a pas de problème, on n'a pas de problématique de métaux puisque c'est juste du lithium, du cuivre, du silicium et un peu de plastique aussi. Ça a été dit lors du Devox il y a maintenant quasiment 2 ans, il y a plus d'1 an et demi. Euh, alors ça m'a fait bondir quand j'ai entendu cette phrase-là dite devant beaucoup de personnes, même si je l'entends de plus en plus. On va mettre les choses au point. Dans un ordinateur, effectivement, il y a du lithium pour la batterie, du silicium pour la puce électronique, du plastique pour le boîtier et du cuivre pour tout ce qui est câble, mais pas que. Si on prend en compte le boîtier, on a de l'aluminium, du fer, du chrome, du nickel. Si on regarde le circuit imprimé, on va avoir sur le support, le film au niveau du circuit imprimé, du nickel et du ruthénium pour protéger. Et on aura aussi de l'étain, du cuivre, de l'argent pour tout ce qui est soudure.
de l'or, du platine pour tout ce qui est contact léger, et de l'antimoine, hyper important pour tout ce qui est retardateur de flamme. Si vous n'avez pas d'antimoine, vous aurez des belles flammes si ça chauffe un peu trop. On a aussi dans les condensateurs, au niveau du circuit imprimé, du palladium pour l'électrode, on a du nickel pour éviter que ça s'use trop, on a de l'étain, et on a le tantal, hyper important pour tout ce qui est miniaturisation. Et vous n'aurez pas des téléphones ou des ordinateurs aussi miniatures s'il n'y avait pas de tantal dans les condensateurs. Et puis on a aussi du titane et du barium pour tout ce qui est environnement sans charge électrique. Pour la batterie, on a du lithium, du nickel, et on a aussi le cobalt qui se rajoute. Et pour les écrans, là, on commence à avoir quelques terres rares pour tout ce qui est couleur. Et on a du gallium pour tout ce qui est rétroéclairage, et de l'oxyde indium éteint, donc de l'indium et de l'étain pour tout ce qui est écran, notamment tactile. Il faut savoir, c'est que l'oxyde indium éteint est le seul composé aujourd'hui qui soit transparent et conducteur. Donc sans indium éteint, vous n'avez pas d'écran tactile. Et on va finir avec les haut-parleurs, avec deux autres terres rares que sont le néodyme et le dysprosium, notamment au niveau des aimants. Ce qui se passe, c'est que on a une augmentation de plus en plus forte en termes de consommation, mais aussi en termes de diversité de métaux qui sont utilisés. En fonction des révolutions industrielles, ce qui a été constaté par plusieurs chercheurs, c'est que le nombre de métaux, il augmente. Avec le charbon et les machines à vapeur, on a une amélioration de la fonte des métaux. On a utilisé beaucoup plus de métaux en termes de quantité, en termes de diversité, ça reste limité. Par contre, avec l'apparition du pétrole, l'électrification et l'automobile lors de la deuxième révolution industrielle, là, on a une diversification qui s'est faite un peu plus forte. Mais c'est surtout au moment de l'automatisation, troisième révolution industrielle, et la quatrième, qui est l'actuelle, l'interconnectivité, où là, on a un nombre de métaux qui explose. Et tous ces métaux-là, on a besoin d'aller les chercher, on a besoin de les extraire. Non seulement il y a une diversification, donc on a besoin de diversifier le nombre de gisements pour aller chercher ces métaux, mais en plus on a une augmentation, et on va parler donc de la d'extraction minière. Alors, François-Xavier Pétry, c'est pour votre info, c'est un auteur qui a sorti un livre à charge sur les véhicules électriques. Alors, ce qui est intéressant dans sa phrase, dans ce qu'il a dit à la télévision, c'est que effectivement, pour traiter et pour extraire du lithium à partir de minéraux et de la roche, il faut 1 million de litres d'eau pour extraire 1 tonne de lithium. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est même en fait un petit peu plus qu'1 million de litres d'eau. Par contre, la deuxième partie de sa phrase, 500 personnes, la consommation de 500 personnes pendant 1 an, un peu faux, même très faux. Je ne sais pas si vous savez, mais une personne en France, c'est 50 mètres cubes d'eau consommée par an. Et ça voudrait dire que 500 personnes, ça ferait 50 000 litres. Enfin, il y a 50 000 litres par personne, ça ferait donc 25 millions de litres d'eau consommée pour une batterie. Or, dans une batterie, ça voudrait dire qu'il y aurait 25 tonnes de lithium. Voilà. Bon, il n'y a personne qui a réagi face à ça, du moins pendant l'émission télé. Mais voilà, encore une fois, ça permet de mettre en évidence des impacts environnementaux. Il n'y a pas que les gaz à effet de serre. Alors, certes, il y a des émissions de gaz à effet de serre au niveau de l'impact de l'extraction minière, notamment par le fait qu'on a des engins comme les tombereaux, les bulldozers, les appareils de forage qui marchent au diesel. On a aussi une déforestation assez forte. Il faut savoir, c'est que on a beaucoup de gisements miniers qui se trouvent dans des zones hypersensibles, que ce soit d'un point de vue biodiversité, forestier, et en tension hydrique aussi. On a aussi des poussières toxiques, notamment au Chili, on a des poussières toxiques qui atterrissent dans les villes aux alentours. Enfin, aux alentours, c'est à plusieurs dizaines de kilomètres. C'est pas non plus adjacent. On a aussi une consommation d'eau, donc assez forte pour pouvoir traiter les minéraux, pardon. Et on a aussi une pollution due à l'eau.
Alors désolé pour l'image, elle peut paraître un peu gore, mais c'est une réalité. Ça s'est passé en 1998, c'était en Espagne. Il y a une rupture de barrage de mines, c'est-à-dire on a des bassins avec des déchets miniers et le barrage a cédé. Résultat, il y a eu des impacts environnementaux colossaux en termes de biodiversité, au niveau sanitaire également. Euh, et le procès a enfin ouvert, et c'est enfin ouvert cet été. Donc 25 ans après, on ouvre le procès par rapport à cette catastrophe minière. Euh, Thierry Breton, face à ces constats-là, il dit non, mais c'est pas grave, en Europe, on a des nouvelles technologies et puis on va avoir un impact environnemental très faible. Ce qu'il a rajouté d'ailleurs début d'année, c'est que l'Union européenne allait financer un projet pour étudier les possibilités d'extraction des matières premières critiques dans les aires protégées, les zones Natura 2000 par exemple. Alors je vous ai mis deux images. Ces deux images, il y en a la première au-dessus, c'est en 1900, c'est le traitement de l'or, donc à côté d'une mine d'or en Afrique du Sud. La deuxième, c'est en Guyane, pareil, c'est le traitement de l'or. Aujourd'hui, on traite l'or de la même manière qu'il y a plus d'un siècle, c'est-à-dire on utilise du cyanure. Il n'y a pas de nouvelle technologie pour le traitement des minéraux. Ce qui se passe, c'est que effectivement, il y a plus de productivité, on utilise des engins de plus en plus puissants qui permettent d'extraire beaucoup plus rapidement de la roche. Donc, on arrive à tenir la demande, et encore, on y reviendra après, mais on arrive à tenir la demande croissante en métaux. Par contre, les traitements derrière n'ont pas évolué depuis un siècle. Ce qu'oublie aussi Thierry Breton, c'est que l'empreinte au sol de l'industrie minière est assez conséquente. Des chercheurs estiment qu'aujourd'hui, si on modélise toutes les mines, qu'elles soient abandonnées, qu'elles soient en cours d'exploitation, ça représenterait 101 000 km², soit environ 3 fois la surface de la Belgique. C'est aujourd'hui une mesure, on va dire, qui est minimale. C'est au moins 101 000 km². Leur modèle s'améliore au fur et à mesure et la superficie ne fait qu'augmenter. C'est également un secteur hors norme. Alors, certes, c'est la plus grande mine aujourd'hui au monde qui est en Afrique du Sud, mais on parle quand même de 4 km de profondeur, 400 km de tunnels et 3 tonnes d'explosifs qui sont utilisés par jour. Mais on reste sur des secteurs totalement hors normes. On a aujourd'hui 20 000 barrages miniers. Et malheureusement, on a 85 ruptures majeures par an. En Europe, non seulement il y a en 1998 en Espagne, mais aussi en 2000, il y a eu une rupture de barrage minier en Roumanie. C'était la rupture de Baia Mare. Et c'était il y avait des déchets miniers très riches en cyanure et ça a traversé toute l'Europe puisque ça s'est déversé dans le Danube. Et on a aussi un phénomène qui est intrinsèque aujourd'hui à l'industrie minière. L'industrie minière n'arrive pas à s'en défaire, c'est ce qu'on appelle le drainage acide minier. C'est la photo à droite. Ce qui se passe, c'est que si vous avez des disulfures d'un métal, par exemple de disulfure de fer, on extrait ça de la roche, on le met à l'air libre, on met de l'eau, il peut pleuvoir en fait au niveau des déchets miniers, et ça va produire de l'acide sulfurique. Ce qui se passe, c'est que l'acide sulfurique va acidifier totalement l'eau par des petites fuites, ou voire par des ruptures de barrage, et derrière, ça a des conséquences désastreuses pour la flore environnante. Alors, on pourrait se dire que ces impacts ils ne diminuent pas. C'est le cas. Malheureusement, ils ne diminuent pas. Alors, Didier Julienne, qui est spécialisé en matières premières, nous dit non, mais c'est bon, on va tout électrifier en France et il n'y aura pas besoin d'énergie fossile dans les mines françaises. Et en plus, on va faire des mines souterraines. Donc, tout ce qui est déforestation, on n'en parle pas, il n'y aura pas de pollution, etc. Alors, déjà, une première chose, et je pense que beaucoup le savent, électrifier ne veut pas dire propre. Au Chili,
qui est donc le plus grand producteur de cuivre, hein, c'est 30% de la production de cuivre au monde. 70% de la production électrique, ce sont des énergies fossiles. Il y a des centrales à charbon, d'ailleurs Cocorico, puisque c'est Engie qui en possède la plupart, qui sont créées pour juste alimenter l'industrie minière. Ce qu'il faut aussi prendre conscience, c'est que l'énergie primaire totale utilisée par l'industrie minière, ça correspond environ à 8 à 10% de l'énergie globale, tout secteur confondu. Alors, il y a un début de démarche pour enlever les engins, notamment au diesel, mais ça reste très lent. Et 80%, ça reste du pétrole, un petit peu de gaz. Mais même s'il y a cette démarche-là d'électrifier, déjà, ça demande toujours beaucoup d'énergie. Et puis, encore une fois, électrification ne veut pas dire propre. Et ces véhicules électriques, ils ont quand même besoin d'aller, de transporter, de déplacer des tonnes et des tonnes de minéraux. Ils ont besoin de concasser de la roche. Et donc, ils doivent être très performants. Ils sont très sophistiqués et donc, ils sont très coûteux. Et donc, très longs à rentabiliser par rapport à des véhicules diesel. Ce qui fait que c'est pour ça qu'on a une démarche qui est de plus en plus, enfin, on a une démarche qui est là, mais qui avance très doucement et qui est de plus en plus difficile à faire avancer du fait de son coût. Mais supposons qu'en France, on y arrive à tout électrifier, c'est pas pour autant sûr que au niveau de l'infrastructure électrique, ça tienne. Moi, c'est pas du tout gagné. Mais même si on y arrive, pour traiter les métaux, on a besoin de pétrole, de méthane et du charbon, mais dans une moindre mesure. Pourquoi on a besoin du pétrole? C'est pour la pyrométallurgie. Mais si vous avez de l'oxyde de nickel, pour récupérer le nickel dans l'oxyde de nickel, vous allez devoir brûler cet oxyde de nickel. Vous allez récupérer le nickel et aussi du monoxyde de carbone, pour info. Pour produire du cyanure, qui est indispensable pour traiter les minerais où vous avez de l'or, vous allez utiliser donc du cyanure de sodium, et le cyanure de sodium est fabriqué à partir de méthane et d'ammoniac. Pour l'acide sulfurique, notamment pour traiter le lithium, le cuivre, vous avez, enfin du moins pour extraire les minéraux avec du lithium et du cuivre, vous avez besoin du dioxyde de soufre qui, lui, est récupéré à partir de la combustion de soufre. Donc, on aura toujours besoin de pétrole et de méthane pour pouvoir traiter les minéraux et récupérer les métaux derrière. Maintenant, on va s'intéresser à tout ce qui est mine souterraine. Alors, la mine souterraine, qu'est-ce que ça implique derrière? Ça implique qu'on aura besoin des pompes, notamment des pompes à eau pour enlever l'eau des galeries. On aura besoin aussi de souffleries pour limiter la présence de poussières toxiques dans l'air. Et je dis bien limiter, ça ne va pas disparaître, il y aura toujours des poussières toxiques. L'aspect sanitaire, il faudra quand même un petit peu en prendre en compte. Il y a beaucoup de personnes du Nord, je pense, qui écoutent. Les mines souterraines, Didier Julien disait c'était le futur. Nous, on connaît dans le Nord les mines souterraines. Les mines à charbon, ce sont des mines souterraines. Et on sait bien derrière les impacts au niveau sanitaire que ça a pour les mineurs. Là, on n'est pas sur les mêmes composés. Une mine à charbon a moins, les galeries des mines à charbon ont moins de déchets toxiques que des mines avec de la roche et des métaux. Et je vais venir juste après, qu'est-ce qu'il y a comme élément notamment intéressant. Mais avant de venir là-dessus, je vais parler aussi d'un autre phénomène qu'il y a au niveau des mines minières métalliques, c'est que on a des risques d'effondrement. À force de creuser la roche, c'est ce qui s'est passé notamment en 2014 en Russie, on a des effondrements. Il y a plusieurs études qui ont été faites et qui ont montré que la déstabilisation, au fur et à mesure, crée des crevasses et des risques d'effondrement massifs. L'année dernière, dans le désert d'Atacama, au Chili, il y avait une mine de cuivre donc à côté d'une route
C'était une mine ouverte, mais le fait d'avoir déstabilisé la roche à travers cette mine-là a créé une cavité, enfin un trou de 32 mètres de diamètre et 60 mètres de profondeur sur une route au niveau du désert à quelques mètres de cette mine-là. Maintenant, pourquoi je vous parle de ça? C'est que quand on parle des mines françaises, il y a souvent un exemple qui revient, c'est la future mine près des Chassières, dans l'Allier, c'est notamment une mine de lithium. Ça serait la future plus grande mine de lithium d'Europe. Alors actuellement, c'est une carrière de kaolin. Ça a des impacts environnementaux, mais c'est pour faire de la céramique, c'est pas, ça reste, on va dire, acceptable. Par contre, ce qui a été détecté, et c'est très récent, puisque ça date du 23 novembre dernier, des journalistes de Disclose, hein, pour les nommer, ont récupéré un rapport de 2018 de Géodéris. Alors Géodéris, c'est un groupement d'intérêt public qui fait des études sur tout ce qui est après-mine, parce que au niveau de ce secteur-là, il y avait des mines il y a bien longtemps, il y a plus de 50 ans, 60 ans. Mais ils ont détecté que il y avait 7 fois plus d'arsenic que le seuil de risque prévu par la Haute Autorité de Santé chez des habitants, mais aussi au niveau du secteur qui va être exploité pour la mine, enfin pour tout ce qui est extraction du lithium. En vrai, il n'y a rien d'étonnant là-dessus, puisque déjà un rapport du BRGM en 1982 disait qu'il y avait des anomalies au niveau de cet emplacement, au niveau de la roche, et ces anomalies avaient détecté 3% d'arsenic à certains endroits. Il y a aussi du plomb, bien sûr. Et ce qui pose question aussi, c'est que Imerys, donc l'entreprise qui va exploiter ce gisement minier, a fait un rapport, c'était en 2016, si mes souvenirs sont bons, pour analyser, ou c'est un peu plus récent peut-être, mais toujours est-il qu'ils ont fait un rapport, ils ont analysé la présence d'arsenic et de plomb, c'est marqué dans leur rapport qu'ils analysent. Par contre, ils n'ont pas du tout publié les résultats de ce rapport en termes d'analyse d'arsenic et de plomb. Donc, on se doute bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part au niveau de cette extraction, au niveau de l'arsenic et du plomb. Ensuite, on ne sait toujours pas comment seront gérés les déchets, comment sera gérée et traitée l'eau, qui sera très acide, puisque pour traiter du lithium, il faut de l'acide sulfurique, il faut un pH inférieur à 5, entre 3 et 5, ce qui est très nocif pour la flore. Et donc, comment seront préservés les réseaux d'eau souterrains, puisqu'il y a beaucoup de réseaux d'eau souterrains dans cette zone-là, et comment sera aussi préservée la zone Natura 2000 qui est adjacente à ce secteur minier-là. Mais c'est pas tout. On parle d'extraire 34 000 tonnes de lithium. Ça voudrait dire à peu près prélever 34 millions de mètres cubes d'eau par an. Donc, c'est à peu près la consommation de plus de 600 000 Français. Le problème, c'est que toutes les dernières années, sauf en 2021, il y a eu la bulle froide, la fameuse bulle froide, l'Allier et Échassières étaient en état de catastrophe naturelle sécheresse. Donc, ça avait déjà imposé un problème. Mais en plus, il faut arrêter de dire que relocaliser des mines en France va rendre forcément la mine plus verte et dire que nous sommes meilleurs. Il y a des impacts intrinsèques qu'on ne peut pas faire disparaître. Il faut aussi garder en tête que ce n'est pas parce qu'on ouvre la mine en France qu'on va fermer à l'étranger d'autres mines ou qu'on ne va pas ouvrir d'autres mines à l'étranger parce que la demande est trop forte. Mais ça, on y reviendra après. Et dernier point là-dessus, c'est qu'il faut apprendre aussi à mieux gérer les mines abandonnées. Aujourd'hui, on ne gère pas les mines abandonnées en France. La Nive, l'année dernière, près de Bayonne, a été polluée par une mine souterraine de fer. La faune a été tuée sur 4 km. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une rupture de digue au niveau de cette mine, de pyrite, disulfure de fer. Et donc, ça s'est déversé dans la Nive. Et donc, sur 4 km, toute la faune a été tuée. Mais encore plus dramatique, on a la mine d'uranium qui se trouve dans la Loire, à Saint-Priest-la-Prugne, qui est gérée par Orano, qui aujourd'hui pose question. Enfin, du moins, le bassin où il y a des déchets miniers.
Ça fait 40 ans que cette mine est arrêtée. On a un bassin avec les déchets miniers. On a 1,5 million de tonnes de déchets radioactifs qui sont enfouis sous une lame d'eau. Le problème, c'est que la CRIAD, qui est la commission de recherche et d'information sur la radioactivité, dit que cette installation devrait être classée comme installation nucléaire de base militaire, tellement la radioactivité est forte. On a quand même la préfecture qui a élevé le niveau de seuil acceptable au niveau de radioactivité en aval de ce bassin à 370 becquerels par mètre cube d'eau. Or, l'OMS fixe un grand maximum à surtout à ne pas dépasser, pour des raisons sanitaires, à 300 becquerels par mètre cube d'eau. C'est-à-dire qu'on est au-delà, en termes d'acceptabilité, au-delà des seuils limites, grand maximum fixés par l'OMS. Ce qui est inquiétant aussi, c'est qu'on risque d'avoir, avec les sécheresses, avec les fortes chaleurs, de plus en plus de fissures au niveau de la structure de ce barrage et avec les fortes pluies, des débordements. On parle encore une fois de 1,5 million de tonnes de déchets radioactifs. Dernier point sur la partie impact, c'est que, on a François-Xavier Olivois. Alors, c'est un consultant des matières premières, encore un, qui nous dit que, en gros, on n'a pas de problème, on aura largement assez de métaux dans l'écorce terrestre. Ce qu'oublie cette personne, c'est que oui, il y a assez de métaux dans la croûte terrestre, mais c'est que la répartition est très loin d'être uniforme. C'est très dispersé. Aujourd'hui, on constate de manière unanime, ça n'est pas remis en cause par l'industrie minière, que les gisements sont de plus en plus faibles en termes de concentration. Il y a 5 métaux pour lesquels les gisements restent encore en termes de concentration à 2 chiffres. Il s'agit du fer, de l'aluminium, du manganèse, du titane et du magnésium. Ce qui veut dire que derrière, tous les métaux sont rares. Et là aussi, c'est quelque chose qui est souvent dit. On dit que on parle des métaux rares. Mais en fait, hormis les 5 que je viens de citer, tous les métaux sont rares. On est sur des gisements avec une concentration très faible. Ce qui se passe aussi, c'est qu'au niveau de ces gisements-là, hormis les 5, hein, c'est qu'on arrive à des minerais, à des minéraux même, qui sont réfractaires. C'est-à-dire que c'est impossible d'extraire les métaux à partir de ces minéraux. On n'a pas de technique pour le faire. Et puis, il y a des limites thermodynamiques qui font que de toute façon, on n'y arrivera jamais. Physiquement, c'est impossible. Et ce qui se passe aussi, c'est que du fait, je prends l'image du pot de confiture. Quand vous entamez un pot de confiture, au début, c'est très facile. On récupère la confiture, voilà, ça y va. Mais à la fin, quand vous voulez récupérer la confiture au fond du pot, ça demande beaucoup plus d'énergie. Et puis, vous allez rajouter, je sais pas, vous allez prendre un bout de pain pour aller bien racler, donc vous allez rajouter des intrants. Là, c'est la même chose au niveau des mines, c'est que vous allez utiliser beaucoup plus d'eau, beaucoup plus de cyanure ou d'acide sulfurique et surtout beaucoup plus d'énergie pour aller récupérer les minéraux, les extraire de la roche à force de creuser. Parce que ces minéraux sont de plus en plus complexes à traiter. Mais ce point-là, ça fait aussi penser à un autre problème qui est la problématique d'approvisionnement. C'est qu'on a besoin de plus en plus d'eau pour extraire, de plus en plus besoin d'électricité, et donc c'est de plus en plus difficile de répondre aux besoins de métaux, et donc ça pose des problématiques en termes d'approvisionnement. Alors, Claudio Orrego, c'est le gouverneur de Santiago du Chili. Il disait l'année dernière que ça faisait 12 années de sécheresse qu'ils avaient au Chili. En fait, il aurait pu dire la même phrase cette année, mais en remplaçant 12 par 13. Hein. Ça fait 13 ans aujourd'hui que le Chili est en sécheresse. Qu'est-ce que ça veut dire derrière? Le Chili, pour rappel, ça reste le plus grand producteur de cuivre. 30% du cuivre mondial, c'est le Chili.
Pour donner un ordre d'idée, la consommation d'eau douce par l'industrie cuprière, donc de cuivre chilienne, c'est l'équivalent de la consommation d'eau de toute la population chilienne. En 2021, on a eu la mine de Cerro Colorado qui a été fermée. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas assez d'eau pour la population chilienne et donc il a fallu la fermer pour économiser de l'eau. La question qui se pose aujourd'hui au Chili, c'est est-ce qu'on utilise l'eau pour vivre ou pour extraire des ressources? C'est une question majeure et centrale. Mais bon, on a notre ministre chargé de l'Industrie, Roland Lescure, qui nous dit mais ça, c'est pas grave. On n'a pas de problème d'approvisionnement puisqu'on va remettre en place une filière industrielle complète des métaux critiques sur le territoire national. Alors, ce qu'il oublie, c'est que si on parle des métaux critiques essentiels donc à la France et à l'Union européenne, c'est qu'aujourd'hui, sur le territoire français et européen, on n'a pas de cuivre, on n'a pas de gallium, on n'a pas de cobalt, par exemple. On a extrêmement peu d'aluminium. En fait, on en a un petit peu, mais c'est en Guyane. Le nickel, on en a un petit peu, mais c'est plutôt en Polynésie française. Et moi, je suis étonné de ne pas voir l'État dans cette liste-là, mais passons. Ce qui pose problème aujourd'hui au niveau du discours de nos dirigeants, c'est que c'est hyper focalisé sur le lithium. Mais avec du lithium, on ne va pas pouvoir fabriquer, par exemple, des véhicules électriques. Ce n'est pas suffisant. Et il y a aussi une demande qui est de plus en plus forte. Si on veut faire la transition énergétique, aujourd'hui, il nous faudrait multiplier par 13 la production annuelle de lithium d'ici 2040, par 2,5 celle du nickel, par 3,5 celle du cuivre d'ici 2050. D'ailleurs, en parlant du cuivre, on a l'IFPEN. Alors l'IFPEN, c'est l'Institut français pour le pétrole et les énergies nouvelles. Ils ont été voir l'industrie minière chilienne en 2019. Ils leur ont demandé, aujourd'hui, il faudra augmenter de 4% par an votre production. L'industrie minière chilienne a répondu, nous, on ne peut pas faire mieux que 2,5%. Donc déjà, on sait qu'il va y avoir un souci. Quand les plus gros producteurs de cuivre nous disent ils ne seront pas capables de suivre les 4% par an, on sait qu'à un moment donné, ça va poser un problème si on reste sur cette tendance-là à vouloir de plus en plus de cuivre. D'ailleurs, en début d'année, le 19 janvier exactement, le gouvernement chilien a abandonné l'ouverture de la future plus grande mine de cuivre, qui était la Minera Dominga. Pourquoi? Parce que c'était proche d'une réserve naturelle pour des raisons environnementales, mais aussi pour des raisons de corruption. Mais il y avait des très grosses problématiques au niveau de l'eau, de la biodiversité qui ont fait on ne prend pas de risque, on n'ouvre pas cette mine-là. Et il y a un rapport de l'Académie des sciences et technologies qui date de 2022 qui nous dit quoi? Qui nous dit qu'il y a un problème d'approvisionnement, ne serait-ce que pour la France, et que la situation donc de cet approvisionnement pour la France est très préoccupante pour le cobalt, le nickel et le lithium, à cause de l'explosion du besoin, mais aussi à cause du délai d'ouverture de mine. Pour ouvrir une nouvelle mine, il faut en compter entre 10 et 15 ans. Ça va, c'est bon? C'était pas trop rapide? Non, non, c'est nickel. Le jeu de mots. Ah, j'ai même pas fait gaffe. Merci Brice d'avoir remarqué le jeu de mots. Alors, est-ce qu'il y a des solutions face à ça? Bon, je vais passer rapidement sur les astéroïdes. Mais bon, comme de temps en temps, ça revient, on va en parler. Alors, Psyché, c'est un astéroïde où il y aurait beaucoup d'or. Alors, il y a eu plusieurs missions pour aller récupérer de la poussière d'astéroïdes. Et j'insiste sur le mot poussière d'astéroïdes. Il n'y a pas que des métaux dans ces poussières-là. Mais il y a eu Hayabusa 2, c'était sur l'astéroïde Ryugu qui a récupéré 25,4 grammes. Dernièrement, on a récupéré la sonde Osiris-Rex
qui a été sur l'astéroïde Bennu et qui a récupéré 250 grammes pour environ 1 milliard d'euros. Là, on a Psyché, donc comme disait Elon Musk, qui a été lancé avec un an de retard, ça devait être en 2022, ça s'est lancé dernièrement, c'était le 13 octobre dernier. On espère que la sonde arrivera sur Psyché en 2029. Sur Psyché, ça ne veut pas dire sur Terre, sur Psyché. Ce qui montre bien que ces projets restent avant tout spéculatifs. Donc, on oublie. Un autre point, c'est l'extraction minière souterraine. Là, on en entend un peu parler, un peu plus, notamment parce que cet été, il y avait une réunion pour décider, au niveau de l'ONU, pour décider d'un cadre légal minier pour aller explorer les fonds marins. Alors, ça a été reporté en 2025, mais j'y reviendrai. Toujours est-il que Emmanuel Macron, il y a un peu plus d'un an, disait, au moment de la COP27, si mes souvenirs sont bons, qu'il interdira toute exploitation des grands fonds marins et qu'il assumait cette position-là. Alors, c'est une bonne nouvelle parce que ça clarifie la position de la France, qui jusque-là était floue. Alors, pourquoi c'est une bonne nouvelle? C'est une bonne nouvelle parce que l'extraction minière sous-marine implique quoi? Une destruction de zones qui ont mis des millions d'années à se former. Le but, c'est d'aller récupérer des nodules polymétalliques qui se sont formés au fin fond des océans et de les récupérer et après de les traiter. Le problème de ça, c'est qu'on va les remuer et notamment, on va les remuer des poussières toxiques. Donc, ça va créer des panaches de poussières toxiques qui, d'après des modélisations, retomberaient sur plusieurs centaines de kilomètres, à plusieurs centaines de kilomètres. Et donc, ça va retomber sur la biodiversité. Donc, on a des poussières toxiques qui vont tomber sur la biodiversité. On parle de centaines de milliers de kilomètres carrés qui seraient ratissés. On parle aussi du bruit, forcément, des engins, des bateaux. Ça va perturber non pas seulement les fonds marins, mais toutes les zones sous-marines. Et il y a aussi un problème majeur, c'est qu'on ne connaît pas aujourd'hui comment fonctionnent les process au niveau de la captation carbone des fonds marins. On ne connaît pas exactement comment fonctionnent les micro-organismes. Donc, on risque de déséquilibrer toute cette séquestration, en plus aussi de libérer du dioxyde de carbone. Mais aussi, ce qu'on ne sait pas, c'est que on ne sait pas ce que font de ces fonds marins, enfin, ce qu'il y a au niveau de ces fonds marins. 75% des fonds marins aujourd'hui sont inexplorés. On n'a aussi aucune technique qui a été prouvée pour exploiter ces fonds marins. On n'a aucun cadre légal. Justement, le cadre légal, on l'a reporté à 2025. Les engins qui sont prévus, mais ça reste que des suppositions, pèseraient 280 tonnes. Et surtout, d'après l'expérience qu'on a au niveau de la Norvège, qui a déversé des déchets toxiques dans la mer, l'industrie minière norvégienne a déversé des déchets toxiques dans la mer, on estime au minimum à 300 millions d'euros par hectare de dégâts. Si on a de l'industrie minière qui nous dit « ouais, mais on va compenser financièrement », bon déjà, ça pose problème de pouvoir compenser financièrement des dégâts environnementaux, mais allez, passons, supposons, ça serait trop coûteux, ils ne pourraient pas compenser. C'est impossible à compenser financièrement les dégâts environnementaux. Et pour terminer sur ce sujet-là, il y a un moratoire qui a été lancé par des ONG, mais aussi par des pays, donc l'Espagne, le Portugal, le Sri Lanka, la Nouvelle-Zélande. On peut aussi ajouter le Panama, l'Allemagne. Alors, on peut aussi ajouter le Chili et l'Afrique du Sud, mais on va dire là, c'est plus pour des raisons concurrentielles. Ils ne veulent pas qu'on aille exploiter les fonds marins parce qu'eux, ils ont une industrie minière très présente sur leur territoire. Mais on a des ONG qui poussent pour convaincre tous les pays. Mais on a 152 pays à convaincre pour ce moratoire. La France, elle veut créer un moratoire en parallèle. Bon, perso, je comprends pas trop. Enfin, disons, je commence un peu à comprendre. On a en face une pression industrielle, notamment TMC, qui est une compagnie canadienne, et Locke, qui est une compagnie norvégienne, américaine, française. En effet, Locke a été co-créé par Technip FMC,
qui est une boîte franco-américaine. Et on a un autre souci en France, et c'est là où je vais rajouter beaucoup de nuances aux propos d'Emmanuel Macron, c'est que on a le projet France 2030, enfin, France 2030, donc c'est plusieurs projets, c'est plusieurs appels à projets, qui subventionnent des chercheurs pour aller explorer les fonds marins. Alors, il y a 2 projets qui ont été choisis, notamment un premier qui est surtout des chercheurs qui pour cartographier, photographier de manière précise avec des drones les fonds marins. Bon, jusque-là, pas trop de soucis, mais c'est surtout le deuxième projet qui va m'intéresser. C'est que c'est une société privée qui va cartographier les fonds marins et cette société privée a été créée avec comme but de proposer des prestations d'acquisition de connaissances pour les entreprises minières afin qu'elles connaissent les contraintes de leur projet pour agir. En gros, France 2030 subventionne une entreprise dont le business model est de proposer des cartographies de fonds marins pour les entreprises minières. Le problème de France 2030, c'est qu'ils disent on n'a pas le droit d'exploiter directement à travers ces projets-là, mais on a le droit de le faire en dehors du cadre France 2030. Seulement là, on nous donne de l'argent à une entreprise à travers France 2030 qui va explorer pour pouvoir permettre l'exploitation par d'autres acteurs des fonds marins. Un autre point pour l'approvisionnement qui est souvent dit pour espérer réduire ces problématiques d'approvisionnement, c'est le recyclage. Alors, Bruno Le Maire, il nous dit, bon, on va mettre en place des filières de recyclage pour les métaux. Alors, pourquoi pas? Mais il y a un petit souci. Déjà, c'est la collecte. Aujourd'hui, on n'a aucune filière en France pour collecter les déchets numériques. Enfin, du moins, on en a très peu. C'est pas encore industrialisé parfaitement. Mais surtout, on a énormément de filières illégales de déchets électroniques. On envoie les déchets électroniques en Afrique et au Bangladesh notamment. Mais hormis ce problème de collecte, on a des problématiques physiques aussi. Alors là, on va parler de downcycling. Alors downcycling, j'entends beaucoup, ouais, mais enfin pour ceux qui disent le recyclage, ça marche pas pour les métaux, ils prennent en compte le downcycling. Alors oui, il y a le downcycling. Le downcycling, c'est dû à quoi? C'est dû au fait qu'on a des alliages complexes et que c'est difficile d'extraire notamment de l'or de manière assez pure à partir d'une puce électronique pour le réutiliser dans le numérique. Mais ce n'est pas une fatalité, et j'insiste là-dessus, ce n'est pas une fatalité, c'est bien un problème de conception. Ce qui est plus gênant par contre, c'est qu'on a des centres de recyclage, notamment à Anvers, qui sont spécialisés pour tout ce qui est produits électroniques. On ne récupère que l'or, le palladium et le cuivre, on va tout récupérer. Mais aussi, c'est qu'on a des rejets d'arsenic, des rejets de plomb, qui sont au-delà des normes de l'OMS, donc à Anvers, et qui imposent de toute façon pour ces usines de recyclage d'avoir des zones de sécurité supérieures à 1 km autour de ces sites. Ce qui pose problème aussi pour ces centres de recyclage, c'est qu'on a des risques d'incendie à cause des piles, notamment des batteries. Et il y a des fortes limites physiques. Pourquoi on récupère finalement que quelques métaux? C'est que, bon, déjà, c'est surtout le côté économique qui aujourd'hui pilote les métaux recyclés. Mais il y a aussi des problématiques physiques. Si on veut récupérer du gallium dans un smartphone, déjà on arrivera au mieux à 82% dans les meilleures conditions, mais on ne récupérera quasiment pas de cuivre, quasiment pas d'argent, quasiment pas d'étain. Pourquoi? Parce que tous ces métaux-là sont en toute petite quantité, il y a beaucoup de dispersion, enfin, ça demande beaucoup de traitements spécifiques, mais on a aussi des phénomènes de précipitation qui fait que dans des conditions, on a des précipitations qui se font et on a des métaux qui se dégradent tellement qu'on ne peut pas les récupérer derrière. Et pour terminer sur le recyclage,
Le recyclage, c'est avant tout un aveu d'échec. C'est la dernière chance dans l'économie circulaire. Mais aussi, le recyclage, c'est une problématique en termes de flux et non pas de stock. Où est-ce qu'on va trouver les métaux? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est raisonnable de dire qu'on va aller récupérer des métaux dans les éoliennes, dans les voitures, dans les maisons? Est-ce qu'on va détruire des maisons pour récupérer des métaux? Alors, c'est un peu caricatural comme propos, mais c'est vraiment pour prendre conscience que les métaux recyclés, ben, il faut qu'on ait ce flux pour récupérer ces métaux. Et c'est pas sûr qu'on l'ait. Déjà, il faudra savoir les collecter. Alors, je vais terminer mon propos pour essayer de poser quelques pistes. Alors, ça va rester un peu théorique, mais c'est pour voir les réflexions autour de tout ça. Alors, on a des risques environnementaux au niveau des métaux, on a des risques d'approvisionnement. Alors, est-ce qu'il existe quand même des débuts de solutions? Alors, on va déjà parler de croissance verte. On nous parle beaucoup de croissance verte, qui est pour les dirigeants la voiture électrique, les énergies renouvelables, les EPR, mais il n'y a aucune remise en cause de notre modèle économique basé sur la croissance du PIB. Alors, est-ce que la croissance verte est réaliste? Si on prend les propos de Jean-Baptiste Say, il dit pour s'enrichir, pour croître le PIB, il n'y a rien de plus facile, les ressources naturelles sont inépuisables, donc c'est gratuit. Bon, le côté inépuisable, bien sûr, c'est faux. Mais aujourd'hui, on est sur un modèle économique qui est basé sur ce dogme-là, que les ressources naturelles sont gratuites. Il y a une étude de 2020 qui dit quoi? Qui dit aujourd'hui, si on prend en compte l'atténuation du changement climatique grâce aux énergies renouvelables et donc les effets bénéfiques sur la biodiversité, c'est-à-dire on va grâce aux énergies renouvelables et donc la diminution des émissions de gaz à effet de serre, hein, on va diminuer les impacts sur la biodiversité. Mais que cette diminution d'impact va être compensée par l'extraction minière nécessaire pour la fabrication de ces énergies renouvelables. Alors, je mets quand même une grosse alerte sur cette étude-là. Elle a des lacunes. Par contre, elle permet de réfléchir sur les impacts qu'a l'extraction minière et se dire qu'un des problèmes de la croissance verte, c'est qu'elle est surfocalisée sur les émissions de gaz à effet de serre, alors qu'elle entraîne de manière inévitable une augmentation de la pression matérielle et de la pression sur notre environnement. Et ça veut dire quoi derrière? C'est que on doit faire preuve de sobriété. On ne pourra pas résoudre les problématiques aujourd'hui environnementales par une pression constante sur l'environnement. Même si on diminue les émissions de gaz à effet de serre, on aura d'autres problématiques. Alors pour autant, je ne dis pas qu'il ne faut pas sortir des énergies fossiles. Bien sûr qu'en premier, il faut sortir des énergies fossiles. Parce que ces énergies fossiles ont des impacts aussi très néfastes sur la biodiversité et la santé. Je suis loin d'être pour les discours d'inaction qui prennent l'immobilisme ou qui disent que les métaux, c'est pire que les énergies fossiles. Surtout que ça dépend des indicateurs que l'on prend en compte. Et surtout, qu'on sorte tout de suite du charbon. Le charbon, c'est le pire des deux mondes, à la fois énergie fossile et à la fois industrie minière. Et il y a aussi un point qui est important, c'est que les énergies fossiles, les ressources fossiles, une fois qu'on les a utilisées, une fois qu'on les a brûlées, il n'y en a plus. Alors que les métaux, c'est recyclable. Si on enlève cet aspect alliage complexe, voilà. Mais les métaux purs, c'est recyclable. Peut-être pas à 100%, mais c'est déjà beaucoup mieux que les énergies fossiles. Donc ça, on va dire, c'est plutôt une bonne nouvelle en faveur des métaux. Alors que faire? Que faire à la fois pour se défaire des énergies fossiles et en même temps limiter les impacts issus de l'extraction minière et boostés par la croissance verte? Bon, déjà, arrêter avec la croissance verte. Mais on peut déjà aussi arrêter le gâchis. Pourquoi passer d'un SUV thermique
un SUV électrique? Pourquoi alimenter les plateformes pétrolières offshore, les plateformes pétrolières par des éoliennes offshore? C'est le cas en Norvège. Pourquoi alimenter les data centers et les réseaux en priorité avec des énergies renouvelables au détriment des collectivités? Je prends l'exemple de l'Irlande. Aujourd'hui, l'Irlande, il y a 18% de la production électrique de l'Irlande qui est consommée par les data centers, si bien que l'Irlande sera incapable de remplir cet objectif climatique. Pourquoi agrandir sans arrêt les télévisions, les écrans? Pourquoi remplacer des vidéoprojecteurs par des télévisions qui utilisent 5 fois plus de ressources minérales, minières, que les vidéoprojecteurs? Pourquoi remplacer les affiches papier par des écrans publicitaires numériques? Pourquoi des chaussettes connectées Netflix qui détectent qu'on est endormi pour arrêter le programme? Pourquoi des litières connectées? Pourquoi des boîtes à œufs qui vont vous dire sur votre smartphone combien il reste de frigo, combien il reste de frigo, d'œufs dans votre frigo, pardon, excusez-moi. Pourquoi des robots qui vous amènent votre papier toilette? Pourquoi des baby-foot connectés qui comptent automatiquement les buts ou les gamelles? Malheureusement, les transitions énergétiques et numériques, ce que je constate, mais qui est constaté aussi par énormément de spécialistes, c'est que ces transitions-là risquent d'être insuffisantes, ne serait-ce que par l'empreinte matérielle qui restera très forte. Alors, les transitions, ça pouvait être encore jouable en 1992. Pour rappel, en 1992, il suffisait seulement de baisser de 20% les émissions de gaz à effet de serre. Mais aujourd'hui, on est allé tellement loin que ça paraît difficile. Et comme on l'a vu, la transition environnementale et même énergétique, elle semble fortement compromise. C'est pour cela qu'il semble quand même nécessaire d'envisager une transformation de notre société, ou du moins une transformation dans notre manière de penser. Un exemple, c'est vraiment un début de réflexion, hein, mais sur le transport. Est-ce que la fin de la voiture thermique, c'est pas le moment de revoir notre organisation du transport? Mieux gérer nos ressources, qu'elles soient métalliques ou fossiles. On a toujours besoin de charbon hein, pour fabriquer de l'acier, par exemple. Quel est l'intérêt d'avoir plein de voitures électriques, même petites, si derrière elles ne seront pas ou peu ou pas valorisées en fin de vie? Plutôt que de penser remplacement voiture thermique par voiture électrique, peut-être penser taxi-rail, peut-être penser vélo-bus et garder les véhicules électriques vraiment pour ceux qui en ont besoin. J'ai pris l'exemple d'une personne avec handicap. Mais voilà, vraiment dire on garde les véhicules électriques vraiment pour ceux qui en ont besoin. Il y a aussi un autre problème, c'est que ce qui se passe, c'est qu'en amont, on a des matériaux très complexes et en aval, on reproduit cette complexité, on fait des alliages complexes. C'est hyper important de repartir du besoin. La question principale devrait être, enfin il y en a deux en fait, avons-nous besoin de nouvelles mines pour ce besoin? A-t-on tout fait pour éviter d'ouvrir de nouvelles mines? Plutôt que de parler d'alliage complexe, plutôt que de mettre en place de la dispersion de métaux, des composants spécifiques, de sans cesse vouloir mettre en place des nouveaux modèles en termes de smartphones, en termes d'ordinateurs, par exemple, pour parler du numérique, d'avoir axé notre modèle de société sur la propriété, sur la possession, plutôt penser une conception un peu plus low-tech, c'est-à-dire avec des matériaux les plus purs possibles. Éviter le tout numérique. Le tout numérique complexifie le recyclage, complexifie les métaux, enfin, les alliages qui vont être utilisés derrière. Standardiser. Je vais prendre un exemple. Le plomb, aujourd'hui, dans les batteries automobiles est récupéré à 90%. Pourquoi? Parce qu'il y a une filière qui est organisée, il n'y a pas d'alliage complexe
mais surtout parce que les batteries automobiles sont standards. Envisager la rétrocompatibilité sans arrêt. Éviter d'avoir des pièces détachées qui ne seront pas compatibles d'un modèle à un autre. Jouer sur la modularité, sur la réutilisabilité. L'exemple au niveau des smartphones, c'est Fairphone, qui est un smartphone plutôt modulaire, où on peut changer facilement les pièces. Jouer également sur le partage et la mutualisation. Je parlais de propriété de possession. Alors ça va être un petit peu philosophique, mais peut-être sortir aussi de la matérialité, de ne plus considérer l'humain par ses possessions matérielles et plutôt se recentrer sur ce qu'est un humain. Et je vais finir là-dessus, et c'est cool, je suis plutôt dans les temps. Il y a un point important, et là c'est issu d'une réflexion personnelle. Aujourd'hui, on laisse aux mains d'une poignée d'industriels et de dirigeants le pouvoir de choisir ce qui doit être fait des ressources naturelles non renouvelables. Plutôt que de faire ça, il faudrait peut-être voir ces ressources naturelles non renouvelables comme un bien commun à toute l'humanité. Comme ça, on pourra les utiliser dans l'intérêt de tous et de manière la plus efficace et sortir vraiment de cet aspect spéculatif, de cet aspect offre et demande qui est contrôlé par une poignée d'acteurs. Je vais juste prendre l'exemple. Est-ce qu'il est normal aujourd'hui que l'Office français des ressources minières, qui a été créé il y a 1 an environ, jour pour jour, est-il normal que cet office-là soit piloté, dirigé par le secteur automobile, le secteur aéronautique et le secteur de l'aérospatial? Il faut savoir, c'est que cet observatoire, il va conseiller le gouvernement sur les matériaux critiques. Autre exemple, est-ce qu'il est normal que le rapport Varin, qui a été fait en 2022, si mes souvenirs sont bons, il soit resté confidentiel? Ce rapport Varin, il listait toutes les problématiques autour des métaux, stratégiques, critiques, certes, mais au moins il listait les problématiques. A priori, il est complet, mais il est resté confidentiel, il n'est pas partagé. Comment le peuple français peut se rendre compte de problématiques au niveau des matières premières sans qu'on lui donne les billes? Après, il y a 2 autres points. C'est qu'il faut arrêter avec cette démarche colonialiste qui est d'aller chercher les matières premières dans d'autres pays pour notre propre utilisation, sans contrepartie pour les peuples de ces pays, les citoyens de ces pays, sans contrepartie sociale et environnementale. Bien au contraire, ces pays, à cause de l'industrie minière, à cause de cet aspect colonialiste de l'industrie, de la plupart des acteurs de l'industrie minière, subissent des contraintes négatives sociales et environnementales très fortes. Il y a aussi un fait, c'est que les entreprises, elles pensent avoir compris ce qu'il faut faire, mais n'ont pas encore digéré que les modèles économiques ne sont pas adaptés et ces entreprises sont loin d'avoir une vision systémique des enjeux. Je prends l'exemple de juste 2 entreprises, BMW et Renault. BMW et Renault, je suis désolé, mais elles sont à la ramasse sur les impacts sanitaires et sociaux de l'industrie minière. Il y a un mini scandale, je ne sais pas si vous avez écho, mais qui est apparu ces dernières semaines sur le fait que BMW et Renault ont dit nous c'est bon, le cobalt, on a un partenariat avec une entreprise minière au Maroc et donc qui remplit les critères sanitaires, sociaux et environnementaux pour l'extraction de ce cobalt pour nos batteries. Or, c'est pas du tout ça qui se passe. Il y a des grosses problématiques environnementales, il y a des grosses problématiques sanitaires au niveau de cette mine-là. Et c'est une enquête indépendante qui a démontré que Renault et BMW ne sont jamais déplacés sur cette mine-là et n'ont jamais contrôlé ce que faisaient leurs fournisseurs. Et ce sera ma dernière phrase. J'espère juste que tout cela changera, tout cet aspect intérêt privé notamment, et que les intérêts privés qui passent avant les intérêts communs s'arrêteront. Sinon,
j'ai un peu peur qu'il y ait un échec face aux enjeux majeurs de notre temps, tout simplement. Voilà. Merci de votre écoute. Et si vous avez des questions, bien sûr, posez-les. Merci Thomas, c'est toujours aussi passionnant de t'écouter.